incessantly between France and the US in search of a formula, if it exists, that would allow him to write American poetry in the French language. He has translated into French Robert Creeley's The Charm and Paul Blackburn's Selected Poems. So I want to thank you all for being here. I want to thank Double Change for having me, and I especially want to thank Sarah Riggs and Carl Swenson for translating my work. So I'm going to start by reading in French, obviously, some part of a book called Un Peuple, which is a kind of ars poetica. Walt Whitman, vieil homme barbu, assis devant le fleuve, fatigué mais le regardant défiler devant lui tout, absolument tout, ce que charrie le fleuve, face Rubicon, sourire jovial, on dirait qu'il a créé le monde et qu'il accepte toutes les brindilles de sa création et s'en réjouit, et que nous, si on veut, on soit là aussi et s'émerveille aussi des choses qui passent, du grand défilé interminable. Ainsi le monde et ce passage, aucun instinct de propriétaire, mais il distribue les choses aussitôt que créées, il les disperse, les reçoive qui pourra, les prenne qui veut dans la grande république égalitaire. Ovide, ces clairières où les amants à la fin dorment dans l'arceau de bras réciproques, corps humidifié de rosée, tout au début d'un matin souvent, et avant ça, avant ce bonheur de l'étreinte, beaucoup de courses et de sous-bois et branches frôlées, fuites, désirs incontrôlables. Telle est l'oppression du poème, être victime de tout ce désir à dire. On assure parfois qu'Ovide fut exilé parce que sa poétique entrait en contradiction avec le nouvel ordre moral augustéen. C'est improbable, mais l'oppression qu'il a subie avant même l'exil, comme si sa bouche était plaquée contre un sexe permanent. Virginia Woolf. Dans une des traductions françaises de Madame Dalloway, vers la fin de la fête, Clarissa est dans un salon reculé, isolé. Les cloches de Big Ben sonnent et résonnent en ondes toujours plus frêles et se dissolvent dans l'air et deviennent des filaments invisibles. Clarissa est seule. Elle pense à Septimus. Peut-être qu'elle le sent dans les filaments de l'air. Peut-être qu'elle le respire. Elle se dit « La mort est une étreinte ». Phrase intensément émouvante, et maintenant je sais mieux pourquoi. Elle dit que la mort aussi est un instant de la matière. Cette phrase n'existe pas en anglais ni dans les autres traductions françaises. À partir de quoi, me semble-t-il, tombent toutes les pseudo-théories qui prétendent que la traduction est une perte, un défaut, une trahison, etc. Au contraire, la traduction est un gain au sens propre, une addition offerte. La traduction multiplie les possibilités de l'émotion. Elle ne les diminue pas ni ne les supprime. De toute façon, qu'est-ce qu'il y aurait à trahir exactement? On ne voit pas. Les textes ne sont pas des saintes reliques, ils ne véhiculent aucun sens sacré, et les écrivains ne sont rien d'autre, la littérature tout entière rien d'autre qu'une allégeance faite à la matière, qu'une production supplémentaire, un éloge toujours recommencé du monde. Je peux proposer une métaphore. Les textes sont les habits de la servante. Elle s'en enveloppe, mais aguicheuse et apprêtée. Elle attend en vérité d'être troussée. Elle attend d'être seulement nue dans le monde. Telle est la littérature. Elle attend que le monde la débarrasse enfin entièrement du langage. This one's too good. I have to read this one. Virginia Woolf. In one of the French translations of Mrs. Dalloway, toward the end of the party, Clarissa is off in another room by herself. The bells of Big Ben ring, resounding in ever more fragile waves, dissolving in the air and becoming invisible filaments. Clarissa is alone, thinking of Septimus, perhaps sensing him in the filaments of air, perhaps breathing him in,
she says to herself, "Death is an embrace," an intensely moving phrase, and now I understand why she says that death is also an instant of materiality. This phrase doesn't exist in the English, nor in any other French translation, and I think this is what's behind all the pseudo-theories that claim translation as a loss, an error, a betrayal, etc. Quite the opposite. Translation is literally an augmentation, an offered addition. Translation multiplies the possibilities of emotion. It neither diminishes nor suppresses them. And what exactly is there to betray anyway? I can't imagine. Texts are not the relics of saints. They're not vehicles of sacred meaning, and writers are nothing other than, all of literature is nothing other than, angels with lopsided wings are nothing other than a pledge to materiality, the production of a supplement, an elegy for the world that's always beginning again. I could suggest a metaphor. Texts are servants' clothes. She envelops herself, affected and seductive. In reality, waiting to be XXX, she waits only to be naked in the world, as does literature. It waits for the world to finally unburden it of language. Ovide. Il semble qu'Horace ait été plus malin. Il n'a pas été exilé. Il est vrai qu'il était l'ami de Mécène. Il est vrai que la puissance érotique de ses vers se limite aux lieux et heures autorisés. Fêtes, rites et banquets sont essentiellement, chez le poète calme, véritable disciple épicurien, les moments d'exaltation et de chair. Il y a toujours un divan, un triclinium à l'horizon, une coupe, une jarre et des guirlandes de fleurs tressées par mains de femmes, et toujours la promesse lointaine d'un repos, d'une post-baise somnolente. Chez Ovide, au contraire, le monde entier est empreint d'une folie sensuelle, interminable, épuisante. Il y a qu'Horace se baisse lentement et cueille le plaisir entre les dalles de l'Atrium. Il y a qu'Ovide tente d'échapper, quitte la ville, se rue dans les bois, dans les mers, mais nous sommes moins rapides que la vitesse affolante du désir, que sa puissance qui nous accueille et agenouille entre des cuisses, pas forcément celle d'Auguste. Emily Dickinson. Les majuscules les plus envoûtantes de son œuvre ne sont pas celles qui grandissent Dieu, la crainte, l'horizon ou même nous, mais celles qui élèvent en majesté le rouge-gorge, l'abeille et même et surtout le balai, les miettes. On peut lire cette pratique comme signe d'une profonde pulsion à hypostasier les choses, les êtres, pour qu'il n'y ait plus finalement qu'un conflit d'essence, pour que le monde possède une puissance comparable à celle de Dieu effroyable. Mais aussi, on peut croire qu'il s'agit pour elle d'atténuer la taille du poète, un I par principe majuscule, de l'égaliser avec tout le reste, d'amener l'autour à sa hauteur. Maintenant, High se promène dans les allées du jardin et butine d'égal à égal avec l'abeille. Maintenant, elle possède les ailes du rouge-gorge et son torse de couchant. Emily Dickinson. The most bewitching uppercase letters of her work aren't those which adulate God, fear, the horizon, or even us, but those which raise to majesty the robin redbreast, the bee, and even, especially, the broom. Crumbs. One can read this practice as a sign of a profound tendency to augment things, beings, so that there's no longer finally a conflict of essences, so that the world possesses a power comparable to that of an appalling God. But also one can believe it's a question for her of diminishing the size of the poet, an I, by an uppercase logic, to equalize with all the rest, to bring the surroundings to her height. But I walk in the garden paths and amble equal with the bee. Now she possesses the wings of the redbreast and its sunset thorax. John Keats. Ce que j'aime particulièrement chez Dear Keats, c'est la profusion de la matière. Mettons que je traduise la première strophe d'un poème à l'automne, saison de brume et de fertilité fondante, etc., puisque leur ruche visqueuse a débordé d'été. Lui qui écrit ce poème à l'aube de sa mort, voilà qu'il y jette parmi ses derniers souffles, voilà qu'il y déploie un véritable activisme de la matière. La brume,
est une fausse note immédiatement dissipée, un voile que la nature saute d'elle-même, lui préférant une clarté nue, onctueuse et sans fin, un seul flux coulant de miel. Dire quitte s'accumule à un point de profusion presque exagéré, les verbes qui disent la plénitude, l'extension du monde au sein du monde, la vie vivante, le mûrissement des plantes. C'est un lieu où d'abord tout enfle, gonfle, épaissit, pour enfin déborder, suinter, goûter. La vie entière est ce mouvement d'accumulation, puis tout cela nous asperge. Le jus collant des fruits coule, laisse des traînées sucrées sur les peaux, envahit la bouche que nous tenons toujours ouverte et cristallise le poème. Notre société sans verger a bien dû remplacer fruit par autre chose, par garçon par exemple, mais c'est la même perpétuelle magnificence chantée de la matière qu'il faut refaire à l'aube perpétuelle de notre mort. John Keats. What I particularly like about Cher Keats is the profusion of matter. Let's say I translate the first stanza of the poem to autumn. Saison de brume et de fertilité, etc. Up to puisque la ruche visqueuse a débordé d'été. He who writes this poem at the dawn of his death, look at what he flings there among his last breaths. Look at how he deploys a veritable activism of matter. The mist is a false note immediately dissipated, a veil that nature takes off of herself, preferring a naked, unctuous clarity without end, a single flux of running honey. Cher Keats, accumulated to a point of almost exaggerated profusion, verbs that speak of plenitude, the extension of the world at the heart of the world, the living life, the ripening of plants. It's a place where everything expands, swells, thickens, to finally overflow, ooze, drip. All of life is this motion of accumulation which then washes over us. The sticky juice of fruit runs, leaves sugared streaks on the skin, overflows the mouth that we always keep open, and there crystallizes the poem. Our orchardless society has to replace fruit with something else, with garçon, for example. But it's the same perpetually sung magnificence of matter that must be redone to the perpetual dawn of our death. E. Cummings. Beaucoup de poètes se sont sentis mus par le souci du peuple, bien qu'on les ait depuis longtemps privés de lui, et peut-être à cause de cette privation, à cause de cette solitude dont il parle. E. Cummings est de cela. Lorsqu'il rénove le vocabulaire, disloquant des mots en adjointant d'autres, c'est animé d'une volonté politique. Il veut que les mots explosent de joie et veut la liesse révolutionnaire des gens accouplés du genre Betty and Isabel, où j'invente you and me, we, toi et moi, nous. Et cela fait un monde rempli de n'importe qui et de quelques-uns et d'autres aussi. Une population collée ensemble dans un avril bondissant sous les pommiers en fleurs et la fumée active des usines, se livrant à cela. E. Cummings. Many poets seem to be moved by the concern for the people, even though for a long time they've been deprived of the people. And perhaps because of this privation, because of this solitude, they speak. E. Cummings is such a one. While he renovated vocabulary, dislocated words, joining them to others, a political will drives it all. He wanted words to explode with joy and wanted the revolutionary jubilation of coupled people, of the Betty and Isabel sort, or I'm inventing you and me and we. And that creates a world full of anonyms and someones and also others. A population glued together in a leaping April, under the apple trees in flower, and the vigorous smoke of factories giving itself over to all that. I just want to read now like a couple of pages of a poem I wrote when I was in New York a couple of years ago. There is no translation yet, but maybe some of you understand French. Dans le pays où je viens de m'arriver, par exemple le premier jour sur le ponton de bois aménagé, banc et tout lavé sombre par la pluie, personne sauf 2-3 jogging obsédés, une méduse molle de lumière tombe et mélange la boue du fleuve et celle soufre du ciel, donc les coureurs à l'iPod, idem les gens des anciens paysages respirent dans le poumon sépia des choses, la statue liberté aussi s'enfonce, torche la première et s'efface. On dirait dans Tu vois la cohue récupérer des morts et tout leur vacarme de revivre.
Le deuxième jour, des voix de deux adolescents vacillants, c'est leur coming of age, leur à leur tour débarquement dans d'idées affolées, leur vie n'a pas encore décidé, ils sont où aller. Là, des gestes qu'on meurt d'envie, ils se parlent, leur anglais en équilibre parfois aigu s'avance très avant, très sans crainte vers le visage offert de mon nain frontière. Le troisième jour, à Mercy Avenue, des échafaudages de poutrelles tellement métro-aériennes, un couple de Hasidim s'étreint avec une sorte de détresse étrange sous le couvert du métallique sombre vacarme ligne G&M qui nous recouvre dans la forêt de fer du vieux Brooklyn juif où aujourd'hui notre cœur de peuplade commun bêtement bat encore. Le 11e jour, il récite un jisei, ce genre de truc que les poètes japonais improvisent à l'extrême limite, les paupières déjà quasi accomplies dans la pierre. Pas même une seconde, immobile, les choses en témoignent, dans les arbres, la couleur. Il y a aussi le crâne d'un chien cerné de mouches et l'élégie partagée. Now we're only dying. Maintenant nous sommes seulement plusieurs adresses de la mort. Mais bord étant la maisonnette japonaise, bocal protégé de lumière, où tant d'enfants parlent yiddish émerveillés par les tortues, la petite fille rousse profonde, genre chant de fougères grillées, dit elle aussi à son frère, le mot yiddish tortue dit « Regarde à son et à nous », offrant des brassées de survie au-delà l'espérance. Thank you.